Bonjour à tous et bienvenue dans un deuxième épisode d'Œil pour Œil, un format de débat sous forme d'interview. Je suis aujourd'hui en compagnie de Geoffroy Lejeune. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Vous êtes donc à la tête de la rédaction de Valeurs Actuelles, un média qui semble mettre sur un piédestal le principe de liberté d'expression, ce qui vous vaut au quotidien beaucoup de critiques, car c'est un principe qui semble ne pas avoir de limites, ce qui entraverait donc à certaines lois françaises. Je me demande donc, à vos yeux, quelle est la liberté d'expression et surtout, quelles sont ses limites ? Alors c'est marrant parce que je me suis pas posé beaucoup la question ces derniers temps de la liberté d'expression. Enfin c'était un sujet en 2015 au moment de Charlie. On en a beaucoup parlé un peu comme d'un principe absolu sur lequel la France, la République française s'était fondée, et donc du coup c'était un peu un truc incontestable. Et puis en fait depuis on a vu des moments, des polémiques, des choses arriver. Où on s'est dit finalement elle n'est pas absolue cette liberté d'expression, et je me repose la question en ce moment parce qu'en fait on est personnellement en tout cas le journal est visé, et puis certaines personnes du journal sont visées en ce moment par des polémiques, et donc du coup je me repose la question un peu plus profondément et je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que en réalité la liberté d'expression n'a pas un grand intérêt si c'est un principe en tant que tel. En revanche ce qui est intéressant c'est que c'est un moyen qui permet quelque chose, et la question c'est qu'est-ce que ça permet. En fait moi je pense que ça doit permettre la recherche de la vérité, c'est-à-dire que si on est entravé dans sa liberté d'expression sur le chemin d'une recherche de vérité, ça commence à poser un énorme problème. Et en revanche, la liberté d'expression pour la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté par exemple de choquer, de faire de la peine, de faire du mal pour le principe, me paraît pas être une bonne chose en soi. J'en suis arrivé à cette conclusion là en ce moment parce que c'est ça qui nous arrive. Et donc vous avez dit Valeurs Actuelles, on promeut la liberté d'expression, etc. En fait pas tant que ça, enfin je veux dire oui, dans l'absolu bien sûr, mais c'est pas une quête, c'est pas un absolu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on essaye d'en faire, et nous ce qu'on essaye d'en faire c'est de dire la réalité des choses, parce qu'on est des journalistes, on est un journal, et donc on essaie de dire des choses y compris quand elles fâchent, et donc le moyen qu'on a pour ça c'est de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. D'accord, mais du coup, quelles sont ses limites ? Est-ce que vous voudriez qu'elle soit absolue, qu'elle n'ait aucune limite et que finalement elle soit soumise à aucune règle ? Non, pas du tout, notamment par exemple celle on a le débat en ce moment avec Charlie, en fait, la republication des caricatures, etc., qui est un vrai débat fondamentalement très intéressant aussi. En fait, si on le dépassionne 30 secondes, enfin moi, à l'origine, je suis dans aucun camp, donc du coup, je me pose la question sincèrement, et je me dis, est-ce que choquer pour choquer, c'est un bien en soi ? Pas forcément, en fait. Je pense qu'on y reviendra un peu. D'accord, ok. Bon, je veux pas éluder le sujet pour la suite, mais donc du coup, non, je veux pas qu'elle soit forcément. C'est l'objectif final, c'est pas que la liberté d'expression soit absolue, de pouvoir tout dire, y compris les pires horreurs, etc. C'est juste qu'elle permette la recherche de la vérité. Et par contre, je vais vous dire un truc, c'est que je pense que vous me demandez quelles sont les limites. Aujourd'hui, elles sont des limites légales, c'est-à-dire que la loi fixe les limites de la liberté d'expression, et je pense qu'il arrive que la loi fixe des mauvaises limites et qu'elle ne permette pas la recherche de la vérité. C'est pour ça qu'en gros, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que juste est-ce qu'on peut tout dire ou est-ce qu'on peut plus rien dire. Vous semblez être assez conscient de toutes ces limites-là, mais je pense que c'est important de dire qu'en France, la liberté d'expression semble être un principe auquel beaucoup de Français sont attachés. Déjà parce qu'on en est les héritiers, c'est un principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Je pense par exemple à votre condamnation en 2015 pour le titre suivant, les Roms, l'overdose. Donc vous avez été condamné pour provocation à la haine. Est-ce que vous comprenez cette condamnation ? Est-ce que vous avez finalement appris de vos erreurs ? Moi, je vais pas discuter de cette condamnation parce qu'en fait, j'étais pas le patron du journal à l'époque, et donc du coup, je demande une chose juste, c'est qu'on me juge sur ce que j'ai fait depuis que je suis le directeur de la rédaction de ce canard. J'ai plein d'autres exemples, sinon naturaliser l'invasion qu'on nous cache. J'étais pas non plus le patron du journal à l'époque. Immigration, le grand remplacement, j'étais pas non plus le patron du journal. Mais en fait, alors attendez, là vous citez plein de couvertures, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, c'est pas un problème. Je veux dire, on est là pour en débattre. Je vous dis juste, en fait, si vous venez de citer 4 couvertures, il y a eu une condamnation. Une. Vous allez me dire, non, il y en a eu 2, en fait, il y en a une qui a été annulée par la Cour de cassation, il y a eu une condamnation, et j'étais pas le patron à l'époque. Moi, non seulement j'ai jamais été condamné en tant que directeur de la rédaction de ce journal, mais en plus, je n'ai jamais été attaqué. Jusqu'à la semaine dernière, enfin il y a 3 semaines avec Daniel Obono, je n'ai jamais été attaqué pour ce genre de choses. Ensuite, vous avez posé une question intéressante tout à l'heure, c'est les limites de la liberté d'expression, le racisme, l'homophobie, etc., l'islamophobie, etc. Moi, je dis juste, en fait, tout le monde est contre le racisme, l'islamophobie, l'homophobie, la méchanceté, la haine, etc. On est tous d'accord pour dire ça. Moi, je dis juste, en fait, critiquer une doctrine, je prends par exemple l'islam, c'est pas être islamophobe et avoir de la haine contre les musulmans, par exemple. Donc, en fait, c'est possible, dans le cadre de la liberté d'expression et sans choquer personne, de dire, en fait, voilà, il y a un problème avec une partie des dogmes érigés par cette religion, où, en gros, vous en arrivez à la conclusion que c'est incompatible avec certaines règles de la France et de la République française. Bon, c'est pas islamophobe,
de dire ça. C'est un point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord, mais c'est un point de vue qui est étayé. Quand on écrit des articles là-dessus, en fait, on explique la chose, et comment dire, c'est pas scientifique, mais c'est quand même, disons que c'est un vrai point de vue, et que vous pouvez le contester, mais c'est pas inaudible, voilà. Et c'est pas de l'injure, jamais. Voilà. On peut vous entendre, je vous entends, mais ce qui en est, c'est qu'il y a une vraie distance entre ce que vous me dites là et les titres qu'on peut lire. Ces titres-là, vous me dites ne pas être... Si, vous n'étiez pas le directeur de la rédaction, mais vous êtes quand même le même média, vous n'avez pas trop changé de direction entre temps. Je veux bien qu'on débatte, mais il faut débattre sur des choses vraies. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'avais un prédécesseur qui avait une stratégie très précise de provocation et de marketing. Moi, quand je suis arrivé à ce poste, j'ai changé radicalement les choses. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'on allait faire des choses étayées, fondées, journalistiquement prouvées, et qu'on allait faire un journal engagé, mais qui était incontestable sur les faits. Voilà, c'est la différence entre moi et mon prédécesseur. Donc déjà, pour commencer, la direction a changé, le directeur a changé. Ça, c'est la première chose. Parce que le directeur a changé, les journalistes sont peut-être restés. Mais peut-être. Non, vous dites peut-être. Genre, franchement, pardon, vous dites les journalistes sont peut-être restés. Renseignez-vous avant. Vous verrez que la rédaction est très différente, et c'est pas pour critiquer l'ancienne rédaction. Je vous dis juste, en fait, voilà, vous parlez pas de... On a l'impression que vous n'assumez pas trop peut-être ces anciennes idées. C'est pas des anciennes idées. Moi, je défends exactement... Des anciennes idées ou des idées actuelles, d'ailleurs. C'est exactement les mêmes idées. Je vous dis juste, en fait, moi, je ne cherche pas à faire de provocation ni de marketing. J'essaie d'affirmer des choses. Pourquoi on parle de nous ? C'est parce qu'en réalité, ce qu'on affirme, c'est à contre-courant de l'air du temps. Donc, en réalité, on dérange, donc ça fait réagir. Mais toutes les polémiques qui sont suscitées par Valeurs Actuelles, ce sont des polémiques qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire qui va contre l'air du temps, contre la facilité écologique, féministe, progressiste, etc. Et on s'oppose à ça, donc ça dérange, donc ça fait parler, mais on assume parfaitement, parce qu'en réalité, on est complètement d'accord avec ce qu'on... Je peux finir ma phrase, qu'on est complètement à l'aise avec ce qu'on assume. Ouais. Moi, je vous dis juste, en fait, ce que j'assume pas, c'est une stratégie qui m'a précédé, qui était une stratégie de provocation, de marketing et de bad buzz, avec laquelle je ne suis pas à l'aise, je n'étais pas à l'aise. Donc, vous citez des couvertures, vous avez cité que des couvertures d'avant que je sois le directeur de cette rédaction. Citez-moi des couvertures d'après, je vous expliquerai à chaque fois pourquoi je les ai faites. Et à chaque fois, j'ai une raison très précise d'avoir fait, je les assume parfaitement, il n'y a aucun sujet. Je pense pas que ce soit vos idées en soi qui dérangent, mais c'est plutôt le fait qu'elles dépassent les limites autorisées par la loi. Vous dites, vous discriminez, ça veut dire quoi discriminer ? Discriminer, c'est mettre en cause une communauté, l'attaquer aux yeux de tous. Quand est-ce que j'ai fait ça ? Mettre en cause en publiant des titres provocateurs, des titres qui mettent en cause. Lequel ? Malheureusement, j'ai eu la frivolité de ne pas, pas prendre... Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que je suis journaliste en fait, je m'intéresse à des faits, alors vous n'êtes peut-être pas journaliste, mais excusez-moi, parler de choses concrètes. Je vous dis encore une fois, mon objectif n'est pas de discriminer, je ne vais pas vous faire le reproche, vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur toutes les couvertures de Valeurs Actuelles, mais mon objectif c'est de dire une réalité. C'est mon métier. Alors elle vous dérange, elle dérange des gens, etc. Mais le principe du débat, c'est même un principe de la civilisation française, occidentale, etc. C'est cette conversation, parfois véhémente, parfois très violente, etc. Mais qui reste une conversation, qui ne bascule pas dans l'affrontement violent. Bon, donc du coup, je revendique le droit de dire des choses qui peuvent heurter des idées. En revanche, j'ai un fond chrétien quand même en moi, et j'essaie de ne pas blesser des personnes. Donc quand vous me parlez de la discrimination, par exemple, la discrimination, c'est un sujet compliqué, etc. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais... D'ailleurs, j'aimerais bien mais parlons-en après si vous voulez. Mais en attendant, je ne vise pas Parfois, on attaque des personnes toujours pour leurs idées. C'est ça qui est hyper important et qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on dénonce des idées à travers leur incarnation à un instant T. Je prends un exemple, quand on fait une couverture sur le racisme anti-blanc et qu'on met Lilian Thuram en couverture, on prend pas Lilian Thuram, moi je pense que c'est un immense footballeur et que j'adorais ce joueur, et quand il a égalisé puis marqué le deuxième but contre la Croatie, j'ai pleuré de joie. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un truc perso contre Lilian Thuram, juste à un instant T, il a incarné ce racisme anti-blanc, c'était un sujet dans l'actu, on l'a mis en couverture parce que c'est faire matcher une image avec un titre et que c'était pertinent, voilà. Maintenant, je ne veux pas discriminer des personnes ou des catégories de personnes en fonction dans l'essentialisation de ce qu'elles sont. Moi, je dis des réalités qui parfois sont dérangeantes, mais qui en fait n'ont pas vocation à blesser, ni à peiner, ni à quoi que ce soit. C'est vocation à faire avancer le débat et encore une fois, tout notre combat se situe sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme, on le condamne, on l'attaque, etc. On attaque un concept. On n'attaque pas... on fait pas, par exemple, de révélations sordides sur les gens, alors que parfois on pourrait. Mais parce qu'on veut pas blesser des personnes ou attaquer des personnes, mais des idées, pardon, excusez-moi. Pour revenir sur le journalisme sensationnel, on est d'accord pour dire que vos titres sont assez provocateurs, cinglants. Non.
Bah allez-y, vous l'aviez Cinglant, dit, oui. exactement, vous l'aviez dit aux grandes gueules, enfin sur le plateau des grandes gueules sur RMC, c'est vous qui l'avez dit. J'ai dit provocateur. Provocateur ou quelque chose dans le même registre. En tout cas, vous expliquiez que vos titres avaient pour vocation de finalement attirer l'attention de manière exacerbée. Donc, est-ce que, j'ai un chiffre qui est là, c'est que votre lectorat a chuté de moitié en 3 ans. C'est un chiffre qui a été donné par l'ACPM. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas une stratégie marketing de votre part de vouloir attirer l'attention avec des titres que j'ai pu citer qui ne sont pas les vôtres mais qui sont ceux de votre rédaction, et c'est finalement une stratégie marketing qui vous fait vivre, qui fait vivre votre rédaction, et voilà, c'est ma question. C'est l'inverse en réalité. Mais vraiment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, mon histoire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je suis l'héritier d'une stratégie que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui était une stratégie de provocation et de marketing et de communication sur l'augmentation des ventes avec cette provocation et ce marketing. Et que moi, comme je faisais partie de cette rédaction, c'était pas facile à vivre de n'avoir comme succès que cette recette-là. Quand j'en suis nommé à la tête, quand je suis nommé à la tête de cette rédaction, j'explique à mes camarades qui sont mes collègues et mes potes depuis 10 ans, je dis en fait, on va essayer de se concentrer sur notre métier et on va faire différemment. Ça n'empêche pas d'être offensif et d'être cinglant, comme vous avez dit tout à l'heure, le mot est très juste, dans les titres qu'on choisit, parce que quand on a un truc à dire, vous savez, vous avez un journal qui fait 92 pages, et vous résumez pour le produit d'appel en une formule de 3 mots, fatalement, vous allez un peu plus fort. Mais le problème, c'est que malheureusement, toutes les personnes qui voient vos unes n'ont pas peut-être le temps, l'argent, l'envie de lire votre travail en entier. Et finalement, ces personnes vont s'arrêter sur un titre, et ce qu'on retient de ce titre, c'est que vos titres sont cinglants, ils ont pour je suis désolée, en tout cas, c'est un sentiment, c'est le mien, donc ça n'appelle à rien. Ils ont pour intention de choquer, de heurter une sensibilité, et malheureusement, toutes les personnes qui lisent vos titres n'ont pas la présence d'esprit de regarder tout ce que vous faites, et de voir vos arguments, de voir vos chiffres. Pardon, j'attends encore que vous me citiez des couvertures qui vous ont heurté, et on parlera de chacune si vous voulez. Par exemple, le titre de la fiction de cet été-là, c'est un titre extrêmement choquant. C'est quoi le titre ? D'Obono à l'africaine. Obono l'africaine, c'est choquant ? Excusez-moi, oui, ça l'est, étant donné que cette dame s'identifie avant tout comme française, et que vous la réduisez à son naissance de femme d'origine africaine. Non, mais c'est le principe de cette fiction, c'est de téléporter des gens de la réalité dans une réalité qui n'est pas la leur. C'est-à-dire que, non mais ce que je veux dire, c'est Obono l'africaine, c'est on l'emmène dans l'Afrique du XVIIIe siècle, on pourra en parler après parce que vous avez raison, c'est un vrai sujet. Mais comment dire, le principe de cette fiction, c'est de faire ça. C'est-à-dire que quand Nicolas Hulot se retrouve à la cour de Charlemagne, c'est pas insultant pour Nicolas Hulot. Vous comprendrez qu'il y a quand même un décalage entre je vais vous expliquer pourquoi. François Fillon à l'époque de la Révolution française, Nicolas Hulot à l'époque de Charlemagne, c'est la même chose. Monsieur Didier Raoult en héros dans les tranchées, c'est la même chose. Défendre les couleurs de notre pays, et enfin notre élu de la République dépeint en femme nue enchaînée. Il y a quand même un décalage. Elle est pas nue, elle est pas nue. Vous parlez juste de maladresse. Et on est d'accord pour dire que vous n'êtes pas un média amateur. Vous avez autour de vous une équipe extrêmement performante sur certains points, et je trouve ça extrêmement dommage de vous justifier en simple non mais en fait il y a deux choses. Il y a deux catégories de gens dans cette histoire. Il y a ceux qui n'ont pas compris et ceux qui n'ont pas voulu comprendre. C'est-à-dire que, honnêtement, je sais qu'il y a une grande partie de gens de bonne foi qui n'ont pas compris pourquoi on avait fait ça, qui se sont dit mais c'est incroyable, c'est quoi cette histoire, ce dessin, etc. Ils sont fous. Et il y a aussi ceux qui font semblant de pas comprendre et qui se foutent de la gueule du monde, qui n'ont pas compris en fait qu'on visait à attaquer un discours très précis, qui est le discours indigéniste, consistant à dire, et c'est quand même, pardon, je l'ai vécu dans ma chair parce que je suis allé leur parler dans la rue juste en bas du journal, là où on est maintenant, aux gens très sympathiques de la LDNA qui voulaient m'arracher les bras. Je suis allé leur expliquer en fait que ce qu'on voulait expliquer, c'était que l'esclavage c'était horrible, et c'était pas du tout le sujet de ce truc là, c'était d'expliquer qu'en fait il n'y a pas que les occidentaux et les européens, et qu'il y a vous avez compris, voilà, donc du coup encore une fois on n'a pas été compris, donc moi j'ai dit dès le début, enfin si on n'est pas compris c'est qu'on a fait une erreur, donc ce que je veux vous dire c'est juste, voilà, comprenez bien, il y a cet objectif là qui est de dire ça, qui est d'attaquer ce discours là, etc. On n'est pas compris, bon bah ok, bon tact, genre désolé, par ailleurs on a quand même précisé qu'on voulait pas la blesser elle personnellement, enfin voilà, et donc du coup pour finir, je suis désolé, en fait si c'est le même objectif, quand on emmène Fillon à la Révolution au pied de la guillotine, c'est de dire en fait le mec vit un tribunal révolutionnaire, en tout cas selon nous en quelque sorte un tribunal révolutionnaire en ce moment, on le transporte à l'époque de la Révolution, et tout à coup on se rend compte en fait que les procédés étaient les mêmes. Quand Raoult va dans les tranchées et qui guérit les gens avec de la chloroquine, on rigole de l'effet placebo de la chloroquine en ce moment, et voilà, et juste il y a un truc c'est très important pour moi. Vous m'avez posé une question avant à laquelle j'ai pas répondu, vous avez posé deux questions en même temps qui étaient sur la provocation. Je théorise exactement l'inverse, c'est-à-dire que justement c'est pour ça que
vous pouvez pas me citer de couverture qui vous a choqué, c'est parce qu'elles sont offensives, elles sont cinglantes, je suis d'accord avec vous, parce que c'est un titre de journal, et tous les journaux font des titres de cinglants, en tout cas le plus possible. En revanche, la provocation, c'est un truc très précis. C'est d'aller chercher à allumer l'étincelle dans l'émotion, dans le cœur de l'autre. Moi, je fais pas ça. Moi, j'essaie de parler à la raison des gens. C'est-à-dire que j'ai assumé, vous avez parlé de la baisse des ventes, alors vos chiffres sont pas exacts, c'est-à-dire que, en fait, ils sont exacts, mais vous prenez pas en compte les 2 dernières années qui ont été très bonnes pour nous, on a beaucoup remonté nos ventes, etc. Mais peu importe, je fais pas de cocorico là-dessus. Je vous dis juste, en fait, qu'en fait, en gros, justement parce que je voulais m'adresser à la raison des gens, j'ai fait des choses beaucoup moins provocatrices, et pas du tout provocatrice. Je n'ai pas provoqué de polémique, de bad buzz, etc. sur des titres qui auraient été... moi, j'en ai jamais vécu, à part avec cette histoire, mais je l'ai pas voulu. Et j'ai assumé une baisse des ventes, parce que c'est pas très vendeur de faire ce que je fais. J'ai assumé une baisse des ventes, justement parce que je voulais parler à la raison des gens. Et ça a été payant, ça a mis du temps, ça a mis 4 ans. D'accord. Juste pour revenir sur l'affaire Obono, vous expliquez que votre visée, c'était surtout une visée pédagogique. Je pense que très peu de Français y croient, pour la simple et bonne raison qu'on a la chance de vivre dans un pays où le débat républicain est favorisé. Vous en êtes même le défenseur. Vous expliquiez aimer le débat. Pourquoi n'avoir pas invité Madame Danielle Obono ? C'est une femme extrêmement enclin au débat. Elle n'hésite pas à aller sur des plateaux, dire ce qu'elle pense haut et fort. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette façon de faire a été la vôtre, alors que finalement c'est quelque chose que vous aimez, le débat. Alors moi j'ai envoyé peut-être une dizaine de SMS à Jean-Luc Mélenchon depuis 2017 pour lui proposer des interviews dans le journal, il a jamais répondu. C'est son droit. C'est son droit et vous pouvez l'inviter, vous pouvez vous rencontrer sur des plateaux, rencontrer des sympathisants LFI, pas forcément les personnes que vous visez directement. Il y a des tas d'antiracistes qui ne sont pas Madame Danielle Obono et finalement la prendre elle en cible, c'est l'essentialiser à sa condition de femme noire. On est d'accord, vous n'êtes pas... C'est absolument faux. C'est absolument faux. Je l'essentialise à sa condition d'indigéniste. C'est très différent. Ça n'a rien à voir. Ensuite, pardon, mais vous découvrez Valeurs Actuelles aujourd'hui manifestement, donc du coup vous vous dites incroyable, ils se sont attaqués à Danielle Obono. Pardon, mais en fait je vais redire mon histoire. J'ai invité donc Jean-Luc Mélenchon à de nombreuses reprises. Une fois j'ai même fait un plateau télé avec lui, on a pris un Perrier ensemble juste après dans la loge de l'émission, il m'a dit ah là là, pourquoi pas un jour une interview, etc. Et là jamais voulu. J'ai invité Raquel Garrido plusieurs fois de la même manière, elle n'a pas voulu non plus. J'ai invité Alexis Corbière, il a accepté une fois, et il s'est fait exploser la tronche par ses camarades de la France Insoumise pendant des années. Moi j'aimerais bien que tout le monde vienne dans le journal. Par ailleurs ma marque de fabrique, en tout cas celle de mes camarades depuis qu'on est en poste dans ce journal, c'est de proposer des interviews essentiellement à des gens avec qui on n'est pas d'accord, parce que c'est un peu plus intéressant d'interviewer quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord que quelqu'un avec qui vous êtes d'accord. Donc du coup on fait ça avec des personnalités de gauche, et on s'amuse beaucoup plus comme ça. Dans le cas de Danielle Obono, si vous voulez, pardonnez-moi, mais en fait c'est personne, je veux dire c'est une députée inconnue qu'on a choisie, parce que mettez-vous à ma place, on fait des fictions pour démontrer des choses sur la réalité d'aujourd'hui. On choisit des personnages, je veux dire, on n'a pas interviewé Nicolas Hulot, François Fillon, Éric Zemmour, etc. Enfin, je veux dire, on a fait une fiction sur eux. On se pose la question, on se dit, on va en faire une sur l'indigénisme. On va démontrer l'horreur de ce discours et la réalité, pourquoi il est dangereux aujourd'hui en France. Il y a 1 milliard d'autres façons de dénoncer l'indigénisme. Je vous ai pas attendu. De représenter la députée en femme esclave. Vous pouviez sortir un article, l'envoyer à Madame Obono, même si elle ne vous répondrait pas. Fait est que vous avez essayé. Il y a aujourd'hui l'éducation nationale, on a beau dire ce qu'on veut, on a un des meilleurs systèmes éducatifs d'Europe, voire du monde. Donc le rapport, c'est qu'on a la chance d'avoir un débat constructif, et ce que vous avez fait, ça ne l'est pas du tout. Et ce que les gens ont retenu, c'est qu'ils ont été blessés, peut-être dans leur mémoire, certains, et que finalement vous desservez totalement votre cause, qui était à l'origine de faire de la pédagogie. Vous mélangez beaucoup de choses. Déjà pour commencer, en fait, encore une fois, la blessure, c'est pas ce qu'on cherche. Donc c'est pour ça qu'on s'est excusé très rapidement. Encore une fois, c'est notre côté chrétien. C'était si on a blessé des gens, pardon, c'était pas l'objectif. J'assume. On le faisait avant, on le fera encore après. J'ai aucun problème à m'excuser. Je trouve pas que ce soit une marque de faiblesse. Au contraire, c'est une marque, je pense, de noblesse de pouvoir dire. C'est une maladresse pour vous. Mais non, je veux dire, il y a la blessure, c'est important, et on s'est excusé auprès d'elle. Avant même nos excuses publiques, on lui a envoyé un texto pour lui dire qu'on était désolé si elle était blessée, etc. Elle n'a pas répondu. Moi, je sais pas si elle est sincère quand elle dit qu'elle est blessée, mais c'est un autre sujet. Ensuite, la maladresse, c'est autre chose. Vous avez raison. Notre cause est desservie. C'est pour ça que moi, je m'en veux beaucoup. C'est qu'au-delà de la blessure de Danielle Obono, je m'en veux à mort d'avoir desservi la cause de la lutte contre l'indigénisme, qui est important. Et pardon, mais je vous ai pas attendu pour m'ériger contre l'islamo-gauchisme, l'indigénisme. Ça fait 2-3 ans qu'on fait des couvertures là-dessus. On en a fait une la semaine dernière. Je considère que c'est un des sujets les plus importants de l'époque qu'on est en train de
vive. Donc du coup, en fait, on le faisait avant, on le fera après. Ouais. La fiction, pardon, c'est autre chose. La fiction, c'est un truc d'été. De tous les journaux en font, ou presque tous en font, et on décide de dire un truc sur notre époque à travers une fiction mettant en scène un personnage d'aujourd'hui dans le passé. Voilà, c'est simple. Donc moi, par exemple, j'en ai écrit une la semaine d'avant. J'envoie Éric Zemmour à Waterloo, parce que comme vous le savez, Éric Zemmour est fan de Napoléon. Il est complètement hystérique là-dessus, et on se fout de sa gueule gentiment, etc. Et on dit des trucs vrais sur Zemmour, vrais sur l'époque, vrais sur Napoléon, etc. Donc pour vous, le fait que ce soit une fiction, ça excuse cela. Parce que, juste une question, est-ce que vous avez été choqué par le titre de Nick Conrad, Pendez les Blancs ? Mais parce que... Comme tout le monde, en tout cas je l'espère. Mais non mais oui, parce que en fait, bien sûr que j'ai été choqué, je trouve que c'est... lui aussi son excuse c'était la fiction et malheureusement ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais non, c'est pas du tout... Non mais c'est pas pareil, Le rap c'est très différent de la fiction dans un journal. Le rap c'est considéré comme un genre littéraire par Je vais vous dire, vous avez raison, oui. Mais en fait, à ce moment-là, il faut voir l'intention qui est derrière. L'intention de Nick Conrad, vous le connaissez, c'est un récidiviste, il a fait plusieurs chansons, etc. L'intention est systématiquement d'agresser, de dire brûler les bébés blancs, etc. Mais votre intention, elle se démarque quoi, la vôtre ? Je vais vous l'expliquer. Mon intention, elle est extrêmement claire. On se dit, on va faire une fiction pour démonter le discours des indigénistes. On va prendre une indigéniste d'aujourd'hui ou un indigéniste, parce qu'on savait pas, parce que Daniel Obono, elle est pas connue non plus. Donc on se dit, qui on va prendre ? Est-ce qu'on prend Omar Sy ? Non, il est pas indigéniste, il est plus violence policière. Est-ce qu'on prend Lilian Thuram ? Non, c'est autre chose, c'est un autre... Qui y reste ? Putain, c'est un peu compliqué, etc. Daniel Obono, pourquoi pas, et on finit par la choisir. Et on se dit, bon, elle est pas très connue, mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. Et on montre l'absurdité des thèses de ces gens-là, aujourd'hui, qui expliquent que l'esclavage est le seul fait éternel des Occidentaux, des Européens contre les Africains. Et on dit, en fait, voilà, on va montrer ce qui lui serait arrivé si elle était dans l'Afrique du Xe siècle. Et pardon, moi je suis d'accord pour dire que le texte est glauque, etc. La réalité est absolument glauque. Mais le problème, c'est qu'en fait, je dis encore une fois, mon intention, moi je vis depuis 3 semaines un procès d'intention. J'explique donc mon intention. Nick Conrad, pardonnez-moi, je l'ai vu s'expliquer sur son intention, il est beaucoup moins clair que ça. Mais comment est-ce que je peux être sûr de votre intention ? Mais en je ne suis ni dans votre tête ni dans celle de Nick Conrad. Ce qu'on en retient, c'est que finalement, vous deux, donc que ce soit vous, Nick Conrad, avez des intentions assez similaires. Vous avez représenté une réalité, vous dites que c'est de la fiction. On en doute des deux côtés. Non mais vous avez le droit d'avoir votre avis, je respecte votre avis, ça n'est que votre avis, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vous dis quelque chose, vous le prenez en compte ou vous le prenez pas, mais à la fin... je partage mon avis. Bravo, c'est un très grand signe mais c'est formidable. Vous êtes d'accord avec les Républicains, c'est un grand signe ça, vous avez beaucoup d'avenir. Les Républicains, que ce soit LFI, même des gens du RN, que ce soit dans les plus hautes sphères de l'État. Vous êtes trop intelligente pour croire ça. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé sur le plan politique. Il y a 2 mecs au RN qui n'ont aucune existence dans la vie publique, médiatique, etc., qui se sont payés une campagne de respectabilité sur le dos de Valeurs Actuelles, des gens qui par ailleurs nous détestaient avant et qui nous détesteront après. Il faut avoir une certaine notoriété pour pouvoir avoir un avis sur ce que vous avez fait. La France insoumise. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. Je connais. Attendez, je réponds. Vous me dites tout le monde est d'accord avec moi. Moi, je vous explique ce qui se passe. Non, pas tout le monde, du tout. Juste, la classe politique est d'accord avec moi. Moi, je vous réponds. Je dis le RN. Voilà ce qui s'est passé. Il y a 2 mecs qui ont voulu se taper une campagne de promo. Très bien. Bravo à eux, ils ont eu raison. La France insoumise est dans un combat politique et elle s'est ressuscitée, c'est pour ça que je m'en veux beaucoup, elle s'est ressuscitée en se disant on incarne l'antiracisme face au méchant journal de droite et donc du coup on va y aller à fond comme des malades, ils ont que ça à dire et ils essaient de faire oublier en même temps leur complaisance avec les islamo-gauchistes et l'indigénisme, parce que pardonnez-moi mais c'est quand même leur histoire, elle est glauque depuis 2 ans, les manifs contre l'islamophobie etc. avec des islamistes qui appellent, enfin voilà, donc du coup c'est... Non, on s'éparpille pas du tout. La droite qui est en état de mort cérébrale s'est tue ou a condamné bêtement sans avoir lu le texte. Quant à la Macronie, c'est intéressant. Elle est beaucoup plus audacieuse et courageuse dans sa réaction, elle est beaucoup plus partagée, et Macron fait de la politique cynique, et je lui dis ce que j'en pensais, en revanche, mais il y a, nous, les soutiens qu'on a reçus à titre personnel ont été venus la plupart du temps des membres du gouvernement ou de la Macronie qui nous ont dit vous avez fait une connerie, mais en fait on sait que vous n'êtes pas comme ça. Donc en fait vous parlez de l'intention et de la manière de juger mon intention, etc. Moi je vous explique en fait que les gens intelligents, et je pense que vous l'êtes, donc j'aimerais bien que vous fassiez cet effort, comprennent que l'intention n'était pas celle-là. Que pensez-vous de la republication des unes de Charlie quelques jours ou un jour avant son procès ? Je veux dire, mon vrai sentiment, c'est j'ai trouvé ça courageux. Voilà. Je ne peux pas ne pas me mettre à leur place parce que c'est des journalistes et moi aussi. Et je me dis, en fait, voilà, ils ont perdu leurs potes. Parfois, ils les ont vus mourir. Voilà, enfin bon, bref, ce qu'ils vivent est un drame et tout. Et je fais pas partie des gens qui pensent que c'est inconscient, suicidaire ou c'est du faux courage et tout. Non, non, je pense que c'est vraiment courageux. Je pense qu'ils ont dû se poser beaucoup la question. Et c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu, c'est ça. Après, j'entends, il y a un débat passionnant que j'arrive pas à trancher moi-même. Est-ce que c'est inconscient pour les gens qui, au Moyen-Orient, vont se faire
tué à cause de ça, etc. Il y a vraiment un débat, honnêtement. Ouais. Mais moi, je réfléchis à la place d'un journaliste, en l'occurrence, je me mets dans la tête de Riss, en réalité, et je trouve ça courageux, je peux pas m'empêcher d'avoir du respect pour ça. Donc, est-ce que vous pourriez me donner quelques idées qui vous distinguent fondamentalement du mouvement d'extrême droite? Juste ça. C'est quoi le mouvement d'extrême droite, déjà? Le mouvement d'extrême droite, on se comprend. Quand on en parle, par exemple, vous connaissez peut-être l'idéologie la plus connue de France d'extrême droite, qui est le RN. Donnez-moi des idées qui s'en distinguent. Vous avez peut-être lu le tract de RN à l'occasion des présidentielles comme tout français, je pense. Non mais en fait, pardon. Sans distinguer. Il y a deux choses. Déjà, le RN est un parti de gauche, pour commencer. C'est-à-dire que c'est... non mais c'est la vérité. C'est un parti peut-être, on va dire, si on veut être extrêmement exact, c'est un parti national populiste. C'est-à-dire qu'il y a du nationalisme, il y a du populisme, c'est un parti social, c'est un parti qui se fout complètement de l'héritage civilisationnel, c'est un parti qui se fout complètement des questions sociétales qui sont quasiment, moi, celles qui m'animent le plus. Donc je veux dire, et pour autant, on se calme, j'ai pas envie de me distinguer du RN, c'est pas mon problème. Tout le monde passe sa vie à se distinguer du RN, c'est ridicule. Plus on se distingue du RN, plus le RN fait des scores dans les urnes, c'est ridicule. Mais bon, je vous explique que ontologiquement, entre un journal comme le mien, celui que je dirige en ce moment, qui défend un héritage, des valeurs qui sont l'autorité, l'éducation, la transmission, le travail, la fierté d'être français, etc. Et un parti qui considère qu'en gros, il faut refaire la lutte des classes et qui se fout complètement, justement, par exemple, des questions sociétales, des basculements civilisationnels, qui n'a pas défilé contre le mariage pour tous, qui se fout complètement aujourd'hui de la GPA, qui envoie de la PMA et de la GPA, qui envoie aucun de ses députés dans l'hémicycle au moment où on le vote une loi de bioéthique qui autorise l'avortement des bébés jusqu'à 9 mois de grossesse. Bon bah en fait, pardon, il y a une différence ontologique. J'ai des bonnes relations avec certains des membres du RN, etc., c'est pas le problème, mais il y a une différence ontologique, voilà. Comme ça vous serez rassurés. Ensuite, le RN n'est pas d'extrême droite. L'extrême droite en France, vous faites de la science politique, vous connaissez ça très bien, et vous allez continuer à l'apprendre. C'est un truc scientifiquement établi, en fait, qui correspond à des critères très précis, qui est le complotisme, l'antisémitisme, la violence, voilà. Bon, le RN est ni antisémite, ni complotiste, ni violent, je veux dire, ou alors, par moment, vous pouvez trouver... Il y a vraiment débat, non mais, bon, enfin, il faut être un tout minimum honnête, je veux dire, voilà, peut-être qu'à sa fondation, il y avait des gens qui étaient antisémites, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai été journaliste politique pendant 5 ans, je vous garantis que c'est le cas. Donc du coup, c'est pour ça que il y a quasiment pas d'extrême droite en France. Donc du coup, vous dites un peu rapidement valeurs actuelles extrême droite, pardon, mais lisez-nous, vous allez comprendre, en fait, on est un journal conservateur, on est contre l'air du temps, on a plein de choses à dire. J'ai pas affirmé que vous étiez d'extrême droite, je vous demandais juste si vous aviez des idées concrètes qui vous distinguent de cette mouvance politique. Apparemment, en fait, je veux dire, du coup, la fin, je veux dire, en fait, on se définit plus par rapport aux partis politiques. Pendant longtemps, ça a été le cas des journaux, et honnêtement, je veux dire, on a tout à gagner à sortir de ça, on défend des idées, et puis si les gens sont d'accord avec nous, tant mieux, sinon tant pis, quoi. D'accord, je vais peut-être vite fait, excusez-moi. Je vais peut-être rapidement revenir sur la liberté de critiquer. Récemment, Sciences Po a publié une liste de lecture, une liste de propositions de lecture, et vous y êtes farouchement opposé. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette liste de lecture, qui n'était pas imposée aux élèves, mais qui était de simples propositions aux followers de Sciences Po sur Instagram? Qu'est-ce qui vous a dérangé fondamentalement? Moi, ça n'a rien qui me dérange. Je vais vous répondre sur un truc que vous avez dit tout à l'heure et qu'on n'a pas abordé ensemble. Moi, il y a un qui me dérange. Sciences Po fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. C'est juste, en fait, c'est intéressant de dire aux gens, voilà, Sciences Po, institution, etc., qui forment les futures élites de la République. Intéressant de voir ce qu'ils conseillent comme orientation de lecture à leurs étudiants. C'est juste un extrait des propositions qui ont été faites. Non, je me souviens très bien. Il y en avait plusieurs, vraiment. Et c'était pas une liste imposée aux étudiants. J'ai pas dit ça. Le papier était très bien. C'était, voilà, Sciences Po, institution soi-disant neutre qui va former les élites de la République, propose à ses étudiants une liste de livres. Voilà la tendance générale de cette liste de livres. C'est une information. C'est très intéressant comme information de savoir ça. Donc moi, je revendique complètement qu'on fasse ce genre de papier. Tout à l'heure, vous avez dit au sujet de Danielle Obono qu'on s'opposait farouchement à elle quand elle dit nique la France ou quand elle défend ceux qui... Non, mais vous avez dit en gros qu'en gros on peut s'attaquer très fort à elle, etc. Moi, pardon, mais en fait, je revendique le droit de la critiquer très durement quand elle dit quelque chose, quand elle émet une idée avec laquelle je ne suis pas d'accord. Comme elle a le droit de critiquer très farouchement des institutions françaises qu'elle trouve racistes, est-ce que vous trouvez totalement absurde? Je dénonce son discours. Donc la liberté de critiquer, elle est de tous côtés. Mais moi, je ne l'ai pas interdit de parler. Oui, bien évidemment. Je ne l'ai jamais attaquée en justice, je n'ai jamais demandé qu'elle soit plus députée. Moi, je suis d'accord qu'elle soit députée, qu'elle parle, etc. Et c'est comme Assa Traoré. Je veux dire, on attaque Assa Traoré, son discours, etc. Je ne demande pas qu'elle soit mise en prison, c'est pas mon sujet. Juste, en fait, on démonte leur discours. Ce qui est intéressant, c'est que
quand on présente nos excuses à titre personnel, par SMS à Daniel Obono, elle répond jamais. Ensuite, on l'appelle 3 jours après, elle répond pas non plus. On lui présente publiquement des excuses, elle répond pas non plus. Elle attaque en justice. Elle veut nous faire condamner et interdire. Moi, quand je vous parle quand vous me parlez de la censure, pardon, mais en fait, j'ai jamais demandé quoi que ce soit contre elle. J'attaque ses idées, elle se défend, c'est un match. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, très bien. Moi par contre, excusez-moi. Je pense pas que vous attaquiez seulement ses idées lorsque vous la représentez c'était le but. En tout cas, c'était le but. L'iconographie est extrêmement violente. Donc vous avez le droit d'avoir un point de vue. Je vous dis juste, en tout cas, c'était le but. Ce qui est intéressant, c'est juste, moi je vous dis, j'attaque ses idées. Et si par hasard elle dit qu'elle est blessée, je suis d'accord pour m'excuser, il n'y a aucun problème. Faut présenter mes excuses, il n'y a aucun problème. Juste en fait, faut voir ce qui se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, quand je suis attaqué, en fait, je dois faire une conférence à Sciences Po Lille et je suis interdit par le président de l'université, de Sciences Po, qui dit lui, il n'a pas le droit de parler. Quand il y a la polémique de Daniel Obono, je suis viré d'un boulot à la télévision. Est-ce que vous trouvez que c'est égal comme match ? Moi, j'ai jamais demandé qu'elle soit interdite de nulle part. Moi, je suis pour qu'elle fasse des débats, Daniel Obono, je suis pour qu'elle s'exprime, je serais même d'accord pour l'interviewer dans Valeurs Actuelles. Une interview musclée, un match, un truc où on n'est pas d'accord. Il y a une différence entre moi, je veux provoquer la discussion, le débat et affirmer des désaccords, j'en ai rien à faire, au contraire, c'est mon objectif. Et en face de moi, j'ai des gens qui veulent me faire taire et qui veulent ma mort sociale. On a des campagnes de haine de la part de Sleeping Giants, par exemple, qui veulent que nos annonceurs désertent le journal. Pardonnez-moi, c'est la volonté de faire taire. Vous avez été dans une kyrielle d'interviews sur le plateau de BFM, d'RMC, je pense pas appeler ça une censure. Au contraire. Non mais pardon. Cette affaire vous a donné beaucoup de visibilité, je pense que vous en jouez. Je m'en serais bien passé. Parce que sur un point de vue marketing, c'est vraiment très je m'en serais bien passé. Pardon, ça fait 4 ans que je suis à cette place, à ce poste-là. Si j'avais voulu faire ça, si c'était ma stratégie, ça fait 4 ans que vous me verriez faire ça. Vous avez remarqué quand même que dans cette affaire, pardonnez-moi, mais enfin j'ai perdu 5 kilos en une semaine, ça se voit pas beaucoup pour l'instant, mais j'ai pas dormi pendant 4 jours, ma vie a été chamboulée complètement, je vis avec un garde du corps depuis 3 semaines, vous imaginez bien que j'ai pas du tout voulu ça. On a eu une intrusion dans nos locaux, il y a des mecs qui sont venus faire une manifestation le lundi matin, le lundi midi, devant nos bureaux, le vendredi, le samedi. En fait, non mais je n'ai pas voulu ça, et si je l'avais voulu, ça fait très longtemps que je l'aurais fait. Ouais. Ça fait 4 ans que j'avais l'occasion de le faire. J'ai fait l'inverse. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas mesuré les conséquences de ce que je faisais, mais c'était l'inverse de ma stratégie. D'accord. Eh bien, je vous remercie réellement de votre patience et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Je pense que c'est très important d'avoir un débat constructif, comme on vient de l'avoir, qu'il soit musclé ou non. Je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil.